Ce moment est l'un de ceux dont on a le plus parlé dans l'histoire du sport. Au milieu d'une partie de hockey, le gardien de but Clint Malarchuk a eu la gorge tranchée par une lame de patin. Il a commencé à perdre du sang rapidement, mais quelle était la gravité de sa blessure? Sa vie était-elle menacée? Préparez-vous au pire, car il ne s'agit pas d'effets spéciaux. La réalité est encore bien plus terrifiante. Le 22 mars 1989, les Sabres de Buffalo accueillent les Blues de Saint-Louis. C'est Clint Malarchuk qui garde les buts pour les Sabres. Steve Tuttle des Blues et Howie Kropp des Sabres entrent en collision dans le but. La conséquence? Le pire cauchemar de tous les joueurs de hockey. Au moment de la collision, le patin de Tuttle entre accidentellement en contact avec le cou du gardien Clint Malarchuk. La veine jugulaire de Malarchuk a été sectionnée. Moins de 40 secondes après la collision, Clint est transporté d'urgence à l'hôpital. Comment a-t-il pu survivre après avoir eu la veine jugulaire sectionnée? Clint Malarchuk nous raconte lui-même l'incident qui aurait pu lui coûter la vie. Quand j'ai vu les premières giclées de sang, j'ai tout de suite compris que c'était une artère ou une veine importante, comme la jugulaire, car le sang était projeté à 1 mètre ou 1,5 mètre devant moi. Nous avons recours à notre animation pour mieux comprendre cet horrible accident. Lorsque la lame du patin de Steve Tuttle atteint le cou non protégé de Clint, elle traverse la peau et pénètre dans la veine la plus connue du corps humain, la jugulaire. La jugulaire draine le sang de la tête, du cerveau, du visage et du cou vers le cœur, et toute lacération peut entraîner une perte de sang importante. Je me souviens que l'arbitre était penché les mains sur les genoux et que ses yeux étaient grands comme des soucoupes. Il était probablement aussi terrifié que moi. Je me rappelle qu'il a dit « Apportez une civière, sinon elle va mourir au bout de son sang ». La chair d'un homme est sans défense devant la lame d'acier au carbone d'un patin de hockey. Cette partie du patin, qui fait moins de 4 mm de large, est concave. Elle a la forme d'un U. Elle n'est pas vraiment comme un couteau, mais plutôt comme une lame à double tranchant. La lame traverse les 3 couches de peau. L'épiderme, le derme et le tissu sous-cutané. Les tendons et les muscles offrent peu de résistance lorsque la vitesse et le poids du patineur enfoncent la lame plus profondément, atteignant la jugulaire. Clint Malarchuk a-t-il vu la mort de près? Pour le savoir, nos scientifiques ont recours à une expérience très simple. Ce contenant en plastique contient 4,73 litres de faux sang, ce qui, étonnamment, est la quantité totale de sang contenu dans le corps humain. Le contenant est pressurisé à 1,3 kg force par centimètre carré, ce qui représente la pression artérielle moyenne dans le corps. En le perforant, nous saurons à quelle vitesse nous pouvons perdre une quantité de sang qui peut être fatale. Here we go. Si vous avez perdu 15% de votre volume sanguin, votre cœur commence à battre très fort pour tenter de maintenir votre pression artérielle. Après avoir perdu 30% de votre volume sanguin, votre cœur ne peut plus soutenir le rythme et votre pression artérielle commence à baisser. À 40% de votre volume sanguin, vous avez un problème et vous pourriez commencer à vous sentir très faible. Peu de temps après, vous perdez conscience. À plus de 40% de votre volume sanguin, le corps ne peut pas survivre. En combien de temps le corps peut-il perdre tout son sang? Avec une blessure comme celle de Clint, 2 minutes 16 secondes. Il ne reste plus de sang. Vous seriez mort. Comment a-t-il pu survivre? Alors que 10% de son sang était déjà répandu sur la glace, un héros est apparu. Même si l'attente a dû paraître une éternité,
le soigneur des sabres de Buffalo, Jim Pizzutelli, est arrivé seulement 14 secondes après l'accident. Jim, qui avait été ambulancier paramédical au Vietnam, a tout de suite fait pression sur la blessure pour arrêter l'hémorragie. La chose la plus importante que vous puissiez faire si une artère ou une veine subit une lacération est de maintenir une pression sur cette veine. C'est ce qu'a fait le soigneur, et il a sauvé la vie de Clint. Clint a été opéré d'urgence et il a eu plus de 300 points de suture. Il a quitté l'hôpital 2 jours plus tard et il était de retour sur la patinoire à temps pour la série éliminatoire. Mais son expérience terrifiante l'a hanté pendant plusieurs mois. Je faisais des cauchemars où je voyais le patin s'approcher de mon cou. Je me réveillais en essayant de reprendre mon souffle, comme au cinéma. Puis je me disais, ouf, c'était seulement un rêve. Ça ne m'est pas arrivé une autre fois. Un tel accident ne risque pas tellement de se reproduire, du moins pour un gardien de but. À la suite de l'incident Malarchuk, la Ligue nationale de hockey a adopté un règlement obligeant tous les gardiens de but à porter un protège-cou. Les blessures que nous avons montrées étaient souvent pénibles à regarder. Pourquoi est-il si difficile de voir une personne se blesser? D'où vient donc l'empathie? Et comment se sent-on quand on revoit le moment où on a subi une grave blessure? Nous saurons bientôt comment Clint Malarchuk a réagi en revivant le pire moment de sa vie. Au retour de la pause à Sciences du sport, les blessures de guerre. Il faut bien le reconnaître, les sports nous font vivre toutes sortes d'émotions. De l'enthousiasme débordant à la déception la plus amère, nous restons rarement indifférents. Quand nous voyons un athlète se blesser, nous avons l'impression de ressentir sa douleur. Est-ce possible? Pouvons-nous vraiment éprouver ce que ressent une autre personne? Pour le savoir, voici le test d'empathie. Pour faire un test d'empathie, il faut 3 éléments. Une situation qui fait réagir, une personne qui a une réaction et une façon de mesurer cette réaction. Nos cobayes sont des athlètes professionnels. Ils ont tous accepté que leur fréquence cardiaque, leur pression artérielle, leur fonction respiratoire et leurs réflexes psychogalvaniques soient monitorés. Ils vont prendre place dans ce fauteuil et regarder une vidéo que nous avons préparée à leur intention. Ils y verront toutes sortes d'événements, aussi bien des exploits spectaculaires que des blessures terrifiantes. Nous pouvons vous assurer qu'aucune de ces choses ne les laissera indifférents. Ces attaches EDR fixées à leurs doigts permettront de déceler les niveaux de stress les plus infimes. Ce qui signifie que nos volontaires ne pourront pas dissimuler leurs véritables émotions lorsqu'ils seront exposés à ce déferlement visuel brutal. C'est le genre de choses qu'on ne veut pas regarder. On sait à quoi ressemble cette douleur. Et quand la jambe est tordue de cette façon, c'est évident qu'on ressent leur douleur. Afin d'élever un peu le niveau d'empathie, nous avons décidé de viser un peu plus bas. Une situation qui ne manque jamais de provoquer une réaction instantanée. À la fin du segment, quand on a montré des blessures à l'aine, autrement dit dans les couilles, tous les hommes ont réagi fortement. La respiration, le pouls, tout. Ce n'est pas drôle, mais ce genre de situation nous fait souvent rigoler et on sympathise quand même avec eux. Pouvons-nous vraiment ressentir la douleur d'une autre personne? Oui, nous le pouvons. Et les scientifiques ont identifié exactement de quelle façon et pour quelles raisons nous éprouvons de l'empathie. Ici, au laboratoire de stimulation magnétique transcrânienne de l'Université de Los Angeles,
le docteur Marco Iacoboni et ses associés s'intéressent aux neurones miroirs. Les sujets sont placés dans un puissant appareil d'imagerie par résonance magnétique et regardent des images avec des lunettes spéciales. Il regarde actuellement des gens qui font des choses très simples. Le but est d'activer les neurones miroirs. Nous avons constaté que plus ces régions du cerveau sont stimulées, plus on a tendance à ressentir de l'empathie pour les autres personnes. En d'autres mots, lorsque nous sommes témoins d'un incident, ces neurones miroirs entrent en action et nous donnent l'impression de ressentir la même chose que l'autre personne. C'est pourquoi il est si pénible de regarder certaines de ces blessures. En un sens, nous ressentons vraiment la douleur d'une autre personne. Rappelez-vous l'expression du président Clinton. « Je ressens votre douleur. » C'est vrai, à cause des neurones miroirs. En moyenne, chez les athlètes que nous avons observés, la fréquence respiratoire a augmenté de 25% et la fréquence du pouls de 70%. On peut donc vraiment ressentir la douleur d'une autre personne. Mais peut-on ressentir une deuxième fois sa propre douleur? Pour le savoir, nous faisons de nouveau appel au gardien de but, Clint Malerchuk. Nous lui demandons de traverser la passerelle et de prendre place dans le fauteuil de l'empathie. Nous le relions à nos capteurs afin de connaître sa réaction lorsqu'il regardera une vidéo qui lui rappellera la pire journée de sa vie. Je l'ai vu tellement de fois que je ne ressens pas beaucoup d'émotions. Du moins, pas comme avant. Clint a peut-être l'impression de ne pas réagir, mais nos capteurs révèlent la réalité qui se cache sous son calme apparent. Au début, les résultats indiquaient qu'il était très calme, mais quand il a regardé la vidéo montrant son accident, les pics ont été beaucoup plus marqués. Sa respiration a augmenté de 30%, sa réaction électrodermale a augmenté de 40% et son pouls a grimpé de près de 100%, passant de 62 à 120 battements par minute. Consciemment, Clint a l'impression d'être en contrôle de ses émotions. Mais inconsciemment, quand nous voyons une personne subir une blessure, nous avons une réaction empathique, une impulsion neurologique involontaire qui apparaît dans le cerveau. Et ce sont ces neurones miroirs qui nous permettent de partager les douleurs, ainsi que les bons moments des athlètes en action. Chaque fois que les athlètes s'élancent sur le terrain pour se donner corps et âme à leur sport, ils savent qu'ils pourraient être blessés. Lorsque cela se produit, nous partageons leur douleur et nous applaudissons leur courage quand ils reviennent au jeu. Parfois, ils ne peuvent pas le faire et doivent quitter le terrain. Ils font alors tout ce qu'ils peuvent pour y revenir le plus tôt possible. Car pour ces victimes des blessures de guerre, il n'y a rien de plus pénible que de rester éloigné du feu de l'action.